Je m'appelle Claude Noss, je suis chirurgien cancérologique spécialiste des seins et j'exerce à l'Institut du sein ainsi que dans le secteur public à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'activité donc de recherche est assez importante pour moi puisque je développe des techniques concernant les prises en charge axillaires des patientes, avec des techniques de ganglion sentinelle inversé qu'on appelle le reverse mapping, et j'ai aussi des projets qui sont en cours pour améliorer donc ces techniques. Donc tout ça, ça débouche sur des articles scientifiques. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des techniques qui sont apparues dans les années 2000 qui se sont démocratisées, c'est-à-dire donc la technique du ganglion sentinelle, la chirurgie oncoplastique, donc qui consiste à adapter des techniques de plastique lors des ablations de tumeurs du sein dans le but d'avoir des bons résultats esthétiques. Donc les résultats esthétiques sont bien meilleurs que ce qui s'était il y a 20 ans, ça c'est clair. Il y a eu le développement et la démocratisation de ce qu'on appelle la reconstruction immédiate. Il y a eu donc tout ce qui est la chirurgie prophylactique qui est apparue. Donc il y a eu des progrès considérables dans la prise en charge. Et on peut dire aussi que donc, tout ce qui est en rapport avec la prévention, donc bien sûr, quand les tumeurs sont détectées maintenant à des stades de plus en plus précoces, et on sait que c'est capital concernant le suivi et la bonne évolution de ces maladies. J'ai été en 1996 à l'Institut Curie, à l'époque où débutait une technique qui s'appelait les ganglions sentinelles, qui était importée des États-Unis. Donc c'est une technique qui depuis s'est répandue qui concerne une grande majorité des patients qui ont un cancer du sein. Ça veut dire qu'on injecte des produits traceurs lymphatiques dans le sein. Les produits traceurs sont divers. Il y a des produits qui sont ce qu'on appelle des radioisotopes. Il y a des colorants, donc plus connu le colorant bleu patent. Ça peut être aussi de l'indocyanine. Ce traceur va suivre les voies de propagation des cellules cancéreuses malignes dans la lymphe et va se concentrer dans le ou les premiers ganglions susceptibles d'être malades. Ensuite, lors de l'acte chirurgical, le chirurgien a une sonde, un compteur Gégère pour détecter la radioactivité, soit simplement il voit à l'œil les trajets bleus, soit il a une caméra spéciale pour voir la fluorescence. Il va prélever uniquement le ou les ganglions marqués de façon à les confier aux pathologistes pour qu'ils puissent les analyser pour savoir s'ils sont malades ou pas. Dans le cadre d'un cancer du sein, un ganglion sentinelle, c'est le premier ganglion qui est susceptible d'être malade. Mais c'est aussi l'interface entre les cellules cancéreuses qui se disséminent par voie lymphatique et les défenses immunitaires ganglionnaires du patient. Les ganglions sont des défenses naturelles de l'organisme et que tout geste axillaire peut entraîner des séquelles. Alors les plus terribles séquelles qui sont les plus redoutées, donc c'est le fameux gros bras, le lymphodème. Mais on s'aperçoit que souvent les patientes, quand elles ont eu même que quelques ganglions prélevés, elles ont des petites gênes dans l'épaule, des brides axillaires, et que ce n'est pas un acte qui est complètement dénué de conséquences. Donc autrefois, quand j'entends vous dire par autrefois, c'est avant l'an 2000. Toutes les patientes qui avaient un cancer infiltrant relevaient de ce qu'on appelle un curage axillaire. Et ce curage, quand il mettait en évidence des ganglions métastatiques, conduisait une indication systématique à une chimiothérapie. Et quand les ganglions étaient indemnes, conduisait plutôt à l'abstention d'un traitement adjuvant, c'est-à-dire à l'absence de chimiothérapie. Ceci a complètement changé. Actuellement, donc, les gestes axillaires chirurgicaux vont concerner soit l'ablation de ganglions que l'on sait malades, ou bien à faire un prélèvement de ganglions dits sentinelles, c'est-à-dire le premier ganglion susceptible d'être malade. Donc il y a eu une décroissance très importante de l'agressivité des gestes axillaires. On s'aperçoit au fil des années que de plus en plus, on diminue le nombre d'actes axillaires, que ce soit des ganglions sentinelles ou des curages, ainsi que le nombre de ganglions prélevés à chaque fois. À
partir de 2004, je me suis intéressé à préserver les drainages du bras lorsque l'on fait des prélèvements axillaires en rapport avec le sein. C'est-à-dire à faire une espèce de partition des ganglions dans l'aisselle pour que lorsque l'on opère, retirer que les ganglions qui sont en rapport avec le sein en préservant les ganglions qui sont en rapport avec le bras dans le but que les patients évitent les problèmes de gros bras. C'est ce qu'on appelle le reverse mapping, où depuis donc une quinzaine d'années, une centaine d'articles ont été publiés. L'étape d'après, ça va être de savoir mieux screener quelles patientes ont une véritable atteinte axillaire, de façon à ne faire aucun prélèvement ganglionnaire en cas de cancer du sein, si on sait qu'il n'y a pas d'atteinte ganglionnaire. Et quand il y a une atteinte ganglionnaire, ne retirer que les ganglions malades. Je pense que c'est une histoire de quelques années, voire de quelques dizaines d'années, pour qu'on en arrive à ce point-là. En principe, on est censé débuter à 50 ans par des mammographies, échographies selon un rythme biannuel, enfin tous les 2 ans. En pratique, on s'aperçoit que les patientes, souvent, notamment en région parisienne, sont suivies selon un rythme annuel, avec des traitements avec des dépistages qui commencent bien avant 50 ans. Ensuite, il y a tout ce qui est donc lié aux antécédents familiaux, qui font qu'on est amené quelquefois à commencer très tôt les dépistages de maladies du sein, avec des examens comme bien sûr des mammographies, échographies, mais aussi des IRM. Alors, en cas de surrisque de cancer du sein, notamment chez les patientes mutées, BRCA1, BRCA2, PALB-B1, enfin pour ne citer que les gènes les plus connus, ces patientes relèvent donc soit d'une surveillance, soit d'une chirurgie prophylactique. Alors la surveillance, elle est tout à fait codifiée, puisque ça consiste à faire une mammographie, échographie par an et une IRM, mais la surveillance n'a jamais empêché la survenue d'une maladie. Donc, ces patientes sont donc angoissées et il faut gérer leur angoisse. L'une des façons de réduire l'angoisse est de recourir à la chirurgie prophylactique, qui consiste à retirer donc les seins et faire une reconstruction immédiate, le plus souvent par prothèse, avec souvent des bons résultats, mais pas toujours, et quelquefois aussi des séquelles d'ordre fonctionnel, genre des douleurs. Il faut savoir que ce n'est pas dénué de risques, et que aussi par définition, une mutation ne confère pas la certitude que l'on va faire un jour un cancer du sein, mais qu'on est simplement donc dans une zone de risque qui est au maximum de 70%, et que les décisions de chirurgie radicale doivent être prises bien sûr au cas par cas, et avec un certain recul et on va dire un certain délai de réflexion qui est absolument capital. Il ne faut pas pousser les patientes vers la chirurgie prophylactique. On s'est aperçu autrefois que certains médecins avaient tendance à prendre en charge les patients d'une façon qui était personnelle et qui était un peu déviante par rapport aux données standards de la littérature médicale. Donc l'intérêt du staff, c'est déjà de baliser les traitements, et ça se fait dans des protocoles qui sont parfaitement définis et mis à jour régulièrement, qui sont légèrement différents d'un pays à l'autre, mais globalement, il y a une ligne de traitement qui est parfaitement bien définie, et en fait, c'est comme une espèce de code de la route du traitement du cancer, avec des rappels à l'ordre, de façon à ce que tous les dossiers soient présentables et rentrent dans le cadre des protocoles tels qu'ils sont pratiqués actuellement. Comme on fait de la médecine qui n'est pas une science exacte, il y a toujours des interprétations à donner au protocole, ce qu'on appelle les guidelines, et comme ces dossiers sont discutés en séance publique avec des médecins d'autres spécialités, donc qui apportent beaucoup par justement du fait qu'ils soient d'une autre spécialité, qui ont un autre point de vue que le mien, c'est-à-dire des médecins, des oncologues médicaux, des radiothérapeutes, des pathologistes ou des radiologues, quelquefois on prend des décisions complètement différentes à ce qu'on s'attendait à prendre
suite à un staff de concertation pluridisciplinaire. C'est quelque chose de tout à fait enrichissant, le staff. Je pense que je suis l'un des plus gros prescripteurs de kinésithérapie en matière de cancer du sein. Et j'ai d'ailleurs eu à ce titre un avertissement de la sécurité sociale. Il est fondamental d'enseigner aux kinés des données concernant la chirurgie mammaire et surtout la reconstruction. Donc, les kinés peuvent préparer une patiente à une reconstruction mammaire, et après la reconstruction mammaire, ils peuvent améliorer les signes fonctionnels, notamment tout ce qui est raideur, douleur, et donc faire des massages pour rendre plus souple un sein reconstruit. Le rôle est fondamental, et en fait, ça ne fait que s'accroître au fil des années. La relation médecin-patiente est tout à fait singulière. Quelquefois, on va s'attacher à une patiente pour des raisons techniques, parce que le cas est intéressant sur le plan chirurgical, on va dire. Mais le plus souvent, on s'attache à une patiente à cause de son histoire personnelle. Et on s'implique, puisqu'on essaie de donner à la patiente des ondes, comme je le disais, des ondes positives pour qu'elle se sorte de cette maladie. On essaie de lui donner de la force pour qu'elle sorte de la consultation ragaillardie et prête à se battre. Et donc, à cause de ça, on s'attache réellement aux patients, bien sûr, et qu'on va les suivre dans leur parcours de soins, et on est très fiers quand on les voit guéris plusieurs années après. On les gronde quand on voit qu'elles ont pris du poids, qu'elles se laissent aller, notamment sur le plan physique et surtout psychique. Et tout heureux quand on les voit qu'ils sont repris donc on va dire le bon sens de la vie, qu'elles sont des projets d'avenir, et qu'on voit qu'elles n'ont plus besoin de nous pour continuer. Je pense qu'on peut donner son opinion personnelle que si on connaît réellement la patiente. C'est-à-dire qu'on l'a vue plusieurs fois en consultation. Et souvent, c'est la patiente qui le demande, mon opinion personnelle. À ce moment-là, je lui donne. Sinon, je ne lui donne pas. Je me contente on va dire, de dire quelles sont les recommandations actuelles. Mais je ne pousse pas dans un sens ni dans l'autre. Je pense que le fait d'avoir par moi-même vécu des problèmes médicaux me concernant ou concernant mon entourage proche me donne beaucoup plus de distance et de réflexion et d'empathie vis-à-vis des patients. Et c'est la différence qu'il y a entre un jeune médecin et un médecin plus expérimenté. C'est un point essentiel de la prise en charge. Un cancer du sein, c'est en fait une rupture d'équilibre entre une attaque de cellules proliférantes cancéreuses et les défenses immunitaires d'une patiente. C'est quand les cellules cancéreuses sont tellement proliférantes qu'elles prennent le dessus sur les défenses de la patiente. Or, les défenses de la patiente, c'est des défenses immunitaires, mais aussi ce sont des défenses qui sont probablement liées à des facteurs psychiques. Et toute altération du psychisme du patient peut entraîner une baisse, à mon avis, des défenses et favoriser la prolifération de cellules cancéreuses. C'est extrêmement difficile à étudier, mais au moins la moitié des patientes attribuent leur maladie à un problème arrivé donc dans les mois ou les années précédentes, qui peuvent être un problème d'ordre personnel, genre un deuil ou un licenciement, ou des problèmes familiaux ou extra-familiaux. Mais il y a une vraie relation, certainement, entre l'état du patient, l'état psychique du patient et la survenue de cancer. Personnellement, j'y crois. On a un petit peu étudié sur le sujet, mais pour l'instant, il n'y a rien de bien scientifique là-dedans.